Bonjour, donc je vais vous parler de RabbitMQ. Ça fait maintenant 5 ans que je fais de l'élevage de lapins plutôt intensif. Je vais vous raconter une petite histoire de comment j'ai mis en place, tous les problèmes que j'ai rencontrés et comment je m'en suis sorti. Donc, je suis Ulrich Lusso, vous pouvez me trouver sur mon blog. Ça fait 11 ans que je fais du dev de façon pro, du PHP depuis 2002. Je fais du Symfony également depuis 2008, quasiment depuis le début. J'aime beaucoup ça. Je suis éleveur de lapins depuis 5 ans et je suis donc baby DevOps depuis pas très très longtemps. Qui ne connaît pas du tout RabbitMQ ici? Ouais, il y en a un, cool. J'ai une slide pour toi. Donc, pour faire simple, RabbitMQ, c'est un broker de messages. On va avoir une application qu'on appelle un publisher qui va publier un message dans un exchange, souvent avec une routing key. L'association Exchange Routing Key va faire que ce message va être délivré dans une queue. Et on a d'autres applications, des subscribers ou des consumers, de workers, on a plusieurs termes pour ça, qui vont donc s'abonner au queue, qui vont récupérer les messages au fur et à mesure qu'ils arrivent et qui vont les dépiler et les traiter. On entend souvent publication dans une queue, donc Greg, si tu es là, je pense à toi. C'est un abus de langage, on ne publie pas dans une queue, dans RabbitMQ, on publie dans un exchange en utilisant une routing key, la plupart du temps. Et ces deux éléments permettent de délivrer le message dans une queue. Je vais quand même utiliser ce terme de publier dans une queue parce que ça facilite la compréhension et dans 90% des cas, c'est ce que l'on veut faire en fait. Alors, mon premier contact avec RabbitMQ. On était sur un projet de refonte d'une application de synchronisation de calendrier. Donc on a vu une application métier qui exposait un calendrier dans lequel les gens pouvaient gérer leur planning. On le synchronisait avec les téléphones portables via un middleware qui s'appelle Sogo. L'ensemble, en fait, l'application discutait avec Sogo, donc la partie téléphone, on va oublier, on n'avait pas la main dessus. C'était fait via des crons. Au début du projet, quand il y avait 3 utilisateurs et 10 événements dans le calendrier, ça se passait bien. Au fur et à mesure qu'on a eu des utilisateurs, ça se passait moins bien. Ça faisait beaucoup de requêtes SQL, quelques millions à chaque fois, enfin à chaque fois, toutes les 5 minutes. Ça fait beaucoup. Le cron se lançait toutes les 5 minutes, mais finissait par prendre plus que 5 minutes, donc ça nous posait vraiment plein de problèmes. Et on s'est dit, comment on va refaire ça? Donc au final, on n'avait pas besoin d'avoir un traitement direct. On passait déjà par des crons, donc on s'est dit que de l'asynchrone pouvait être un bon candidat. On est donc passé sur RabbitMQ. Alors pourquoi RabbitMQ? Parce que à l'époque, il y avait beaucoup de conférences, donc c'était vraiment facile d'avoir des ressources sur le sujet. La doc pour débuter est vraiment très très bien faite. Et je connaissais des gens qui avaient déjà du RabbitMQ en prod, donc si j'avais un souci, je savais que je pouvais les embêter. Ça facilite les choses. On a donc mis du RabbitMQ entre l'application et Sogo dans les deux sens, donc de l'application vers Sogo, donc quand l'utilisateur met un événement dans son calendrier, on vient le pousser dans Sogo, donc ça on était quasiment en temps réel, puisqu'en fait l'application publiait le message, et on avait un worker qui dépilait quasiment instantanément et qui envoyait l'information dans Sogo. Côté Sogo vers l'application, là c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait dans Sogo c'était une boîte noire, on n'avait accès absolument à rien, hormis à une API, donc on est obligé de continuer à travailler avec des crons qui viennent pinguer l'API pour récupérer les événements quand il y en a de modifiés. On a voulu rester ISO sur la stack, donc du coup, on a gardé le cron. Le cron générait des messages qui étaient publiés dans RabbitMQ, et on avait un worker côté application qui venait les intégrer dans notre base. Côté configuration de RabbitMQ, on avait 2 instances, avec 2 serveurs, on ne pouvait pas en mettre plus. On a fait un seul vhost pour le projet. On est parti sur un exchange de type direct, le classique, le plus simple. Et on avait 6 queues, en fait on avait 3 queues pour instance, application vers Sogo, et 3 queues Sogo vers application. Les queues étant insert, update, delete. Assez classique. Pour le worker, on est parti sur un projet Symfony 2 dédié. Pourquoi du Symfony 2? Parce qu'on faisait déjà tous du Symfony 2, c'était plus confortable pour nous.
dédié parce qu'on a essayé de retirer tout ce qui nous servait à rien en Symfony 2, à savoir l'authentification, le templating, tout ça. C'était pas ultra facile à faire. J'aurais bien voulu avoir Symfony 4, mais c'était il y a 5 ans. Donc on a fait que ce qu'on a pu. On a utilisé la lib PHP AMQP. On n'a pas utilisé l'extension. Pardon. Parce qu'en fait, nos serveurs étaient infogérés, l'extension avait besoin d'être compilée, et on voulait de l'indépendance vis-à-vis de l'infogérant. Donc on est parti sur la lib PHP pour ça. On a utilisé le RabbitMQ Bundle de la communauté, parce de mémoire, il n'y avait que ça qui existait à l'époque, et il était vraiment très très pratique pour démarrer. Il gère automatiquement la configuration de RabbitMQ. Quand on crée la configuration, il va faire la création des exchanges, des queues, des routings, tout ça de l'autre côté. C'est vraiment très pratique. Au niveau de planification des workers, on n'avait aucune idée de la charge. On ne savait pas combien de workers il fallait faire tourner, à quelle fréquence. L'application, je disais, c'est une application dédiée, donc elle a été utilisée aux heures de bureau de 9h à 18h. Bon, 8h, 19h. Il n'y avait pas trop d'utilité à faire tourner la nuit et le week-end. Alors, un petit peu quand même, mais pas trop. On avait le choix à deux stratégies, soit un cron, soit un démon. Donc les démons, c'est ce que tout le monde fait. Du coup, on s'est dit que on allait faire un cron. Donc les crons, on les a programmés en fait toutes les 5 minutes. Soit ils consommaient 1000 messages, soit ils s'arrêtaient au bout de 5 minutes, avec un tel de 5 minutes, sachant que 1000 messages nous prenaient 5 minutes. Hein. La valeur n'était pas non plus prise au hasard. Le but, c'était que on ait constamment un worker qui soit là, qui soit présent. On s'autorisait une fenêtre de quelques secondes, soit parce qu'on a mis un peu moins de 5 minutes à consommer 1000 messages, soit parce que quelques secondes de recouvrement parce qu'on a mis plus de 5 minutes à consommer nos 1000 messages. On a choisi ça pour être autonome par rapport à l'infogérant, encore une fois. Éditer un cron tab, c'est super facile, tous les devs savent faire. Faire du supervisor, faut former les gens, surtout que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans la stack à l'époque. Et arrêter un cron, c'est beaucoup plus simple que d'arrêter un démon, on attend les 5 minutes, tout simplement, et surtout on va commenter la cron tab. Au niveau du payload, on est parti sur un format JSON, parce que c'est facile à lire pour un humain. On ne savait pas si on allait rester sur du PHP, donc du coup ça nous permettait d'avoir de l'interop par rapport à d'autres langages qui savent lire facilement le JSON. On a essayé de faire les messages les plus petits possibles pour pouvoir en stacker un maximum dans RabbitMQ si on avait des problèmes de rétention. Et on a découpé en fait nos payloads en deux, une partie header et une partie body. Dans la partie header, on y met la date de publication, notre rate change qu'on a utilisé et la routing key, ce qui permet en fait, d'avoir de la consistance dans le message et de pouvoir, quand on a une erreur, de retrouver très vite le contexte. On aurait pu utiliser les headers proposés par RabbitMQ, on ne l'a pas fait pour l'histoire de contexte, et aussi parce que à l'époque je ne savais pas que ça existait, tout simplement. Et j'ai trouvé à force que d'avoir les headers dans le payload était pratique, donc c'est une pratique que je continue à avoir. Du coup, on a codé tout ça, on l'a mis en prod, et ça a tourné quelques temps. Et puis, les premiers problèmes sont arrivés. Ça a commencé par une mauvaise gestion des erreurs. Des fois, le worker, il plante. Ça arrivait souvent en fait. Une fatale erreur, une connexion perdue, peu importe. La stratégie du worker était assez mal faite. Le message était NAC et du coup, avec l'option de remise en queue, donc le message était remis en queue. Ce qui fait que le message qui a fait planter le worker, c'est le prochain qui allait être dépilé quand la nouvelle instance du worker revenait. Donc il allait reprendre le message, il allait replanter, et ainsi de suite. Donc on tombe dans une boucle infinie. C'est pas pratique. On a mis quelques heures à s'en rendre compte parce que évidemment le monitoring il le montre pas forcément tout le temps. À un moment on s'est dit tiens c'est bizarre. Ça augmente mais ça réduit pas, on dépile plus. Si on dépile mais non en fait on dépile plus. Du coup on a créé une queue d'erreurs, on a changé la stratégie. Au niveau du worker, on vient catcher toutes les erreurs qu'on pouvait avoir. Le message, on le republie dans une queue d'erreurs. Donc
une queue spécifique à ça, qu'on n'a pas de worker dessus, qu'on viendra dépiler à la main, et on hack le message pour qu'il disparaisse de la queue d'origine. On a eu des soucis de répartition de charge également. Je vous disais, on avait deux instances RabbitMQ, parce qu'en fait, on avait une archi très très simple. On avait 2 serveurs front sur lesquels on avait l'application principale, 2 serveurs de cron sur lesquels tournaient tous nos crons, et en l'occurrence nos workers RabbitMQ. Ce que j'ai pas mis sur le schéma, c'est le load balancer qui est au-dessus des fronts, où en fait, sur le load balancer, on avait un stick d'IP par rapport à l'utilisateur pour qu'il reste toujours sur le même front. Le problème, c'est que comme c'est une application qui est métier, on la vendait à des entreprises, donc quand le premier utilisateur décidait de quel front allait être utilisé, malgré lui, pour tous les collaborateurs de son entreprise. La fonctionnalité, on l'avait vendue au final à beaucoup d'utilisateurs, mais qui étaient dans la même entreprise. Donc vous avez compris que tous les utilisateurs qui utilisent la fonctionnalité étaient sur le même front et du coup sur le même serveur cron derrière. Donc on avait un serveur cron qui bourrinait et l'autre qui s'ennuyait. Du coup on se retrouvait avec 2 lapins super mignons mais qui ne communiquaient pas ensemble. Et on s'est dit comment on fait pour qu'ils puissent communiquer et répartir cette charge un peu mieux. On a regardé la doc et on est parti sur un cluster. Donc le cluster RabbitMQ est très pratique. On prend une instance, on le définit pseudo master. On en prend une autre, tiens, on rejoint ce cluster. Donc du coup, on avait 2 nodes. On vient publier nos messages sur un node, peu importe, et le message est automatiquement disponible sur l'ensemble des nodes. Donc du coup, le worker peut venir récupérer depuis n'importe quel node le message. Dès que le message est pris par un worker, il n'est pas republié, enfin il n'est pas redonné à un autre worker, donc on n'a pas le problème de traiter 2 fois le même message. Et c'était vraiment pratique. Du coup, on a pu également changer la stratégie des crons. Je vous disais tout à l'heure qu'on lançait nos workers toutes les 5 minutes. Du coup, on les lançait toutes les 10 minutes avec un décalage de 5 minutes. Donc pour avoir le worker qui tourne 5 minutes sur un serveur, puis 5 minutes sur un autre, 5 minutes sur un, et ainsi de suite. Comme ça, on répartissait la charge. Et nos serveurs de cron qui étaient déjà bien chargés s'en sortaient un petit peu mieux. On a eu des problèmes d'indisponibilité de RabbitMQ. Le serveur de cron qui plante. Donc, quand vous avez un script, un cron qui tourne, qui prend 9 Go de RAM, mais que votre serveur n'a que 8 physiquement, ça se passe mal. Ça nous arrivait souvent. Des problèmes réseau. L'infogérant qui fait une petite maintenance sur le réseau, juste au moment où vous publiez le message. Pouf, c'est parti. Du coup, tout ça, on n'avait pas publié. On gérait assez mal le cas et la plupart du temps, ça se retrouvait en une page blanche, une 500 sur le site. C'était pas génial. Du coup, on est parti sur un fallback. On dit OK, on récupère toutes les erreurs dans la sortie du publisher. Et si on a un problème, le message, on l'envoie par mail et on le traitera à la fin. On ira le republier manuellement dans RabbitMQ. Puis un matin, j'ai reçu 10 000 mails. J'ai été faible, j'ai tout supprimé. J'ai fait un script pour remettre derrière. Du coup, on est retourné dans la doc, encore. Et on a mis en place de la fédération. Alors, la fédération, c'est super pratique. On a installé une instance de RabbitMQ sur chacun de nos fronts. On n'a pas touché au cluster, donc sur chacun de nos fronts. RabbitMQ est suffisamment léger pour pas que ça pose de problème de performance sur les fronts, où nos fronts étaient suffisamment gros, ou pas assez de trafic, au choix. Du coup, l'application vient publier en local, en fait. Donc si votre RabbitMQ n'est pas dispo, c'est que peut-être que votre serveur est juste pas dispo non plus. Donc le problème est un peu résolu. Donc tous les messages sont publiés en local. Il n'y a aucun worker qui tourne. Et le cluster, quand il est disponible, il vient chercher les messages qui sont dans les Rabbit qui sont fédérés. Donc dès que le cluster était disponible, il venait récupérer tous les messages qui étaient sur les fronts, ce qui était super pratique. Du coup, on va gagner en stabilité. Dans tous les cas, on pourra publier. Et comme c'est de la synchrone, si c'est pris plus tard, c'est pas grave. Et on récupère les messages plus tard et on les traitera plus tard. Si vous êtes sur du multi-data center, c'est vraiment une solution à regarder. Un autre problème qu'on a eu, c'est des problèmes de routing. La routing key qui ne correspond pas entre l'application, donc au moment où on publie, et la déclaration de RabbitMQ.
Alors on peut avoir fait la modif d'un côté, pas de l'autre, on peut s'être trompé de clé, on peut avoir fait une faute de frappe, enfin, pour plein de raisons. Du coup, on a une perte du message, tout simplement. Donc, on publie le message, RabbitMQ le récupère, il dit OK, j'ai récupéré. Donc, par rapport à votre publisher, il dit tout s'est bien passé. Sauf que derrière, il n'arrive pas à router le message, il n'arrive pas à le mettre dans une queue, donc il le vire, tout simplement. Et là, vous n'êtes pas prévenu. C'est un peu dur à trouver au début le problème. Du coup, on a mis en place de l'Alternate Exchange. Donc, on a utilisé l'option Alternate Exchange de RabbitMQ, c'est-à-dire que quand votre message arrive dans un exchange, si RabbitMQ n'arrive pas à le publier, il va regarder si un autre exchange, l'Alternate Exchange, est déclaré, et du coup, il va republier le message dans l'exchange Alternate que vous avez mis. On l'a combiné avec un nouvel exchange qu'on a fait de type fanout. Donc un exchange fanout n'a pas besoin de routing key, il récupère tout ce qu'il y a dedans et il le route sur là où les queues qui sont associées. Donc nous, on n'avait qu'une seule queue. Donc du coup, vous avez votre message, on le publie avec une mauvaise routing key. Il n'arrive pas à arriver dans... Enfin, RabbitMQ n'arrive pas à le publier, à le délivrer dans une queue. Du coup, il le discarde. Il arrive dans le nouvel exchange, le fanout, le deuxième qu'on a créé, et là, il le met automatiquement dans la queue qu'on a nommé unroutable par convention. Ceux qui connaissent RabbitMQ savent que la configuration de RabbitMQ est immutable. C'est-à-dire que si vous avez un exchange, que vous voulez rajouter l'option Alternate Exchange, en fait, vous ne pouvez pas. Il faut détruire l'exchange et le redéfinir. C'est un peu galère. Du coup, on a utilisé une policy qui permet en fait d'appliquer des configurations par rapport à des regex. Donc, on a mis la configuration de l'Alternate Exchange par rapport à une policy, comme ça, tous nos exchanges déjà existants bénéficient de l'option, et tous les exchanges qu'on créera plus tard l'auront également. C'est beaucoup plus pratique. Si ça vous intéresse, il y a un lien pas très visible d'un article de blog qui explique comment faire ça. Autre question qu'on s'est posée et problème qu'on a trouvé, c'est l'autoscale des workers. Donc on lance les workers un par un, et est-ce qu'on en lance assez? On ne sait pas trop. Donc le monitoring nous a montré que non, on a monitoré le nombre de messages dans une queue et la taille des queues. Alors c'est bien, ça permet de voir à peu près la tendance, voir si on augmente ou pas l'utilisation. Ça permet d'avoir pas mal d'informations. Et on s'est rendu compte que de temps en temps, de façon assez inexpliquée, on avait des gros pics de publication. Et on se retrouvait avec du 15-20 000 messages qui étaient en attente d'être traités. Et comme on n'est pas plus de workers de lancer, ça prenait quelques heures, des fois un jour, pour attraper le retard, ce qui n'est pas génial. Donc pour ça, on a utilisé l'API du plugin management de RabbitMQ. L'API en fait permet de connaître pour une queue combien de messages on a dedans et combien de workers ils sont en train de consommer. Donc on fait un petit peu de maths. On a rajouté un wrapper autour du worker. Donc le wrapper interroge l'API, il regarde, j'ai plein de messages, j'ai peu de workers, je traite. J'ai peu de messages, j'ai déjà un worker, je m'arrête. Du coup, on avait des workers qui popaient constamment. La plupart du temps, ils s'arrêtaient parce qu'il n'y avait pas assez de messages pour continuer. L'empreinte sur le serveur était relativement faible, donc on s'est permis de rester sur cette stratégie. Et on a augmenté la fréquence des workers, plutôt que lancer toutes les 5 minutes, on les lancé toutes les 2 minutes, pour pouvoir en avoir plusieurs en parallèle. Ce qu'on a oublié, c'est de mettre en place de l'alerting. Si vous avez 0 message de publié pendant un certain nombre d'heures, c'est que potentiellement vous avez un publisher qui est planté. Si vous avez un nombre de messages qui augmente dans une queue, c'est que votre worker est planté ou il n'y a pas assez d'instances du worker. Donc ça, c'est ce qu'on a oublié de faire. Dans l'ensemble, le projet était un succès. Et du coup, ça nous a conforté sur le fait que RabbitMQ était intéressant pour nous et qu'on allait pouvoir l'utiliser. Donc, on a eu plein de nouvelles idées de projets. On s'est un peu fait déborder. Pour les nouveaux projets, on a eu la volonté de mutualiser le code.
pour pas avoir à répéter constamment tout ce qu'on faisait. Du coup, on a abandonné le RabbitMQ Bundle au profit de Svarot. Ce qu'on a gagné, c'est la stack de processeurs qui nous permet d'être beaucoup plus modulaire dans ce qu'on veut faire. La séparation entre la lib et le bundle qui nous facilite en fait l'intégration de Svarot dans du legacy, parce qu'on avait aussi un gros legacy, on n'avait pas que du Symfony. Par contre, ce qu'on a perdu, c'est la configuration automatique de RabbitMQ, parce que Svarot ne s'en occupe pas du tout. Et l'auto-scaling des workers, puisque Svarot en fait vient poler les queues pour savoir s'il y a un message, alors que RabbitMQ Bundle en fait s'abonne à la queue et attend que les messages arrivent. Donc du coup, on a perdu ça. Il y a une paire en cours qui peut-être sera mergée un jour, ce serait cool. Les processeurs de Svarot, c'est assez simple. Vous devez implémenter en fait une processeur interface qui est votre code métier. Et autour, vous allez venir rajouter tous les processeurs qui vous intéressent. Donc Svarot en fournit plein en standard. Le hack pour hacker le message et qu'il disparaisse de la queue d'origine. L'exception catcher qui en fait va gérer le cas où vous avez une exception et va faire quelque chose. Le max message pour dire au bout de tant de messages, j'arrête mon worker. Le memory limit, bon, voilà, il y en a plein. Je vous laisse aller voir la doc. On a mis en place la gestion du retry. C'est pas parce qu'un traitement échoue à un instant T qu'il ne réussira pas à un instant T plus quelques minutes ou quelques secondes. Typiquement, vous avez un call API, l'API est plantée. Peut-être que ça marchera dans 3 minutes, le temps que de l'autre côté, il remonte l'API. Donc le retry, c'est un mix entre des options de TTL, de DLX et de DLLK. Donc là, je vous ai parlé chinois, enfin certains. Sur votre queue, donc on a créé une nouvelle queue, une queue de retry. Sur la queue, on y met un TTL, donc par exemple 5 minutes. Donc le message arrive dans la queue. Si au bout de ce TTL, de ces 5 minutes, il n'a pas été consommé par un worker, il est automatiquement discard par Rabbit. Donc il disparaît de la queue. À ça, on y associe le DLX, DLK, qui en fait sont Dead Letter Exchange et Dead Letter Routing Key, qui permettent de republier le message. Donc au bout de 5 minutes, le message est supprimé de la queue et il est republié dans un nouvel exchange et avec une routing key qui fait en fait qu'il va revenir dans la queue d'origine ou une autre, enfin la queue qu'on aura décidé. C'est très très pratique. Par contre, ça peut poser des problèmes. Le retry infini. Alors ça, c'est plutôt vicieux. On a mis 2-3 jours, mais je pense que ça faisait des semaines que ça tournait comme ça en boucle. On avait une API externe, qui gérait très mal les erreurs, qui renvoyait constamment le même message d'erreur, peu importe l'erreur. Donc du coup, on a le message, le worker récupère le message, il traite, il fait un call API. L'API renvoie un message d'erreur un peu bizarre. On met en queue de retry, on restera plus tard. Au bout de 5 minutes, on récupère encore le message, on le retraite. Toujours une erreur, on restera en 5 minutes. Et ainsi de suite. Et on pense que ça va durer quand même des semaines. Du coup, on a réagi par rapport à ça. On a mis un compteur dans le payload, en fait, où on compte le nombre de fois qu'on retry un message. Et au bout d'un certain nombre de fois qu'on la retry, on l'envoie en queue d'erreur. Comme ça, le problème est résolu. Vous pouvez aussi utiliser les XDS dans les headers du message. Je n'ai pas utilisé parce qu'en fait, j'ai découvert en écrivant les slides. On a revu la gestion des erreurs, parce qu'on avait une queue d'erreurs, on avait un engorgement des queues, il y avait beaucoup de messages, ça nous prenait un temps monstrueux à traiter, et en fait on avait beaucoup de faux positifs. Du coup, la nouvelle stratégie, c'était commencer par cacher qu'est-ce qui peut être fait plus tard. Donc tous ceux qui ont fait des process un petit peu longs en PHP connaissent l'erreur, mais SQL has gone away. Donc SQL, au final, c'est un peu comme un dev, ça travaille, et puis au bout d'un moment, ça en a marre, ça va boire un café. Donc là, il y a tout qui plante. Du coup, on hack le message avec l'option de requeue. Donc le message revient dans la queue d'origine, ce sera le prochain qui sera dépilé. On met fin au worker et on attend tout simplement que le worker redémarre. En redémarrant, la connexion MySQL va se relancer, va se réinitialiser et le message passera du premier coup.
On a le problème des API qui ne répondent pas, donc ça, c'est ce que je vous disais avant. On utilise des queues de retry pour ça, où en fait on temporise le traitement par une queue de retry et puis on le reprend un peu plus tard. Et pour toutes les autres erreurs, eh ben, en fait, on hack le message et on le publie dans une queue d'erreurs, comme on faisait avant. C'était bien, sauf que tous les messages d'erreur arrivent dans la même queue, ce qui du coup rend le process de dépilement vraiment compliqué et chiant. On ne sait pas quel est le message qu'on va avoir, donc des fois en fait on est obligé de dépiler le message de le rejouer à la main avec le worker pour comprendre l'erreur. Du coup on va sur l'interface d'administration, on récupère le message pour voir de quel worker il s'agit, on se connecte à la bonne machine, on vient le dépiler et ainsi de suite. C'est hyper chronophage, ça nous prenait vraiment un temps monstrueux. Donc on a décidé de multiplier les queues d'erreurs. Et en fait, pour chaque queue applicative, on faisait une queue d'erreur qui était dédiée. Alors du coup, on a explosé le nombre de queues, forcément. Mais c'est beaucoup plus simple. Ça permet de mettre du monitoring et de l'alerting si besoin. D'un point de vue organisation, on avait un vhost par projet. On avait un seul utilisateur. On avait plus de 90 queues. Et on avait les mêmes instances RabbitMQ pour tout le monde, ce qui nous faisait un petit peu un SPOF. Si c'était à refaire, on ferait un vhost par domaine fonctionnel de projet, ce qui évite en fait que ce qui permet de mieux sectoriser les choses. On ferait un utilisateur par projet par vhost. On a eu le souci d'un soft en fait qui publiait dans une queue qui n'avait pas le droit. Donc ça permet de compartimenter les choses. Et si on avait eu des sous, ça c'est notre problème, on aurait multiplié les instances et les clusters de RabbitMQ pour éviter d'avoir un SPOF. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on avait perdu la gestion de la configuration en passant à Svarot. Du coup, en fait, on aurait pu utiliser le CLI qui est fourni par RabbitMQ, sauf que ça nécessite des droits route ou être en sudo. Donc par rapport à l'infogérant, ce n'était pas possible. On peut le faire avec le plugin management, on peut déclarer les queues, les exchanges, les routings, tout ça. C'est un peu long. Si à chaque fois que vous créez une queue, il faut créer la queue de retry et la queue d'erreur, ça vous fait 3 queues minimum. Ça multiplié par le nombre d'environnements que vous avez, vous y passez la journée. Le plugin management expose également un CLI qui est tout aussi laborieux que l'UI. Du coup, on s'est dit qu'on allait créer notre outil pour faire ça. Donc c'est Rabbit Setup. C'est un outil qui était à destination des devs, pour que les devs puissent facilement avoir la main dessus. Ça appelle l'API du plugin management, et la configuration, c'est du fichier YAML. Comme on faisait tout du Symfony, le YAML, tout le monde connaissait. C'était pratique. La config ressemble à ça. C'est relativement simple. On commence en haut par les connexions. Ensuite, pour chaque vhost, on vient les déclarer. On dit pour quelle connexion utiliser avec le vhost. On peut appliquer des policies. On déclare nos exchanges. On déclare nos queues avec les bindings, les routings s'il y a besoin. Et ainsi de suite. L'outil contient 2 commandes. Une commande de validation de la config. Alors là, ce n'est pas un simple linter YAML. On utilise le composant configuration de Symfony, ce qui nous permet d'avoir une vraie vérification avec des règles complexes. C'est beaucoup plus pratique. Et une commande de création de la config. Donc la séparation de ces 2 commandes nous permet en fait de mettre l'outil dans une CI et d'automatiser les déploiements. Un peu de fun. Qu'est-ce qu'on a fait d'un peu marrant avec RabbitMQ? On avait un projet de signature électronique. Donc pour faire la signature électronique, on passe par un prestataire qui, lui, certifie le fait que tel client a signé un document. Donc on avait notre application, on avait le prestataire. Donc le client sur notre application dit je veux signer tel document, enfin je veux faire telle action, ce qui déclenche une signature de document. Donc via une queue RabbitMQ, on envoie le message au prestataire. Le prestataire deal avec le client, donc il contacte le client, il y a tout plein de choses qui se font.
et l'information, on revient chez nous, toujours via du RabbitMQ. On va s'intéresser à cette dernière flèche, le fait de récupérer l'information. Le prestataire ne savait pas nous pousser l'information chez nous, c'est à nous d'aller la chercher. Alors lui était confiant sur le fait qu'on puisse le pinguer comme des fous. Nous, on était beaucoup moins confiants. Du coup, on s'est dit qu'on allait le pinguer de façon un peu plus intelligente. Donc, on a utilisé pour ça 3 queues de routing. Une session de signature électronique est valide pendant 14 jours. Après, elle est automatiquement annulée. Donc, on avait une queue classique pour checker les statuts. On partait du principe que le client, sur l'application, déclenchait une signature de document, soit il était au taquet et il est signé tout de suite. Donc, du coup, pendant la première heure, on allait pinguer l'API du prestataire toutes les 5 minutes pour récupérer l'information. S'il ne le fait pas tout de suite, il le fera dans la journée. Donc, passer la première heure, pendant 23 heures, on utilisait une queue de retry avec un TTL de 30 minutes, donc on pingait un peu moins souvent l'API du prestataire. Et au final, on utilise après une troisième queue au-delà de la première journée en se disant qu'il le signera peut-être, et avec un TTL de 1 heure. Toute cette logique de savoir dans quelle queue de retry on va utiliser est portée par le consumer. RabbitMQ ne sait pas faire ça. Donc c'est le consumer qui avait toute cette logique. Sur un autre projet, on venait publier des articles pour les mettre dans un catalogue. Donc on faisait ça dans le back-office. Le back-office faisait énormément de traitements par rapport à la publication d'un article. Ça appelait les API externes pour enrichir les documents. Ça faisait du traitement d'images si besoin. Ça mettait en cache, ça indexait dans du ES. Souvent, il y avait un des éléments qui plantait. Donc, alors déjà, c'était long. Donc l'utilisateur n'était pas très content. On avait des timeouts. Quand il y a un truc qui plantait, il fallait tout recommencer. C'était vraiment pas génial. Du coup, on s'est dit, après tout, on n'a pas besoin d'avoir l'info tout de suite, de faire ce traitement tout de suite, on va passer par du RabbitMQ. Donc on a tout pris, on a tout mis dans un worker. Ça a presque marché. Quand il n'y avait pas d'erreur, ça fonctionnait. Quand il y avait des erreurs, en fait, on mettait en queue de retry et on recommençait. Le problème, c'est qu'on avait certaines API externes qui nous rate limitent sur le nombre de calls qu'on pouvait faire. Et par exemple, si le traitement d'image plante, on refait les appels complets, notamment sur les API. Et on s'est mis à iter en fait le nombre de, à arriver à la limite des API qu'on avait sur le nombre de calls. Alors qu'en fait, oh là, pardon, je suis où? Je suis là. Pardon. Ah, c'est pas fini encore. Et donc du coup, on est arrivé en fait, on hitait donc le nombre on arrivait aux limites qu'on avait le droit sur les API, mais sans avoir publié autant d'articles dans le catalogue, ce qui était vraiment galère. Du coup, on a vu avec les métiers et on s'est rendu compte que chaque traitement pouvait être fait indépendamment, n'importe quand. C'était pas très important. Donc du coup, on a appliqué la single responsibility principle au niveau du worker. Donc chaque worker faisait une chose, hormis celui du milieu, parce que le cache et l'annexation, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et du coup, on publiait les messages dans plein de queues à la fois. Donc l'utilisateur dans le back-office venait créer son document, son article. Ça publie automatiquement dans 3 queues. Une queue qui va aller indexer et mettre en cache, une autre qui va faire les calls d'API externe et une autre qui va faire un traitement d'image. Et en fonction en fait des résultats de chacun, ça venait soit rappeler d'autres, donc l'API externe, si elle récupère des images, on refaisait du traitement d'image, ou ça envoyait directement sur l'indexation ou autre. L'avantage aussi, c'est que dès qu'il y avait un seul process qui plantait, on pouvait le lancer super facilement. Voilà.